NFT Business, c'est le podcast qui parle de tout l'écosystème Web3, mais surtout de la façon dont ces technologies vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis, à saisir les opportunités et à mesurer tous les enjeux du Web3. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Lema et je présente ce podcast avec Benjamin Boutin-Spark, artiste et formateur NFT. Et aujourd'hui, nous recevons Jonathan Yamas, qui est cofondateur de la fondation Vetri. Et Vetri, c'est quoi? C'est une entreprise qui met en œuvre des solutions pour contrôler et protéger ses données personnelles sur Internet, les fameuses data privées. Il y a une application qui permet de gérer sa data, un peu comme un wallet finalement. Et c'est intéressant, on parlera de cette notion de wallet parce que là, on est en plein cœur du passage de l'Internet Web 2 au Web 3. Il faut savoir que Jonathan a été consultant blockchain pour des entreprises, pour des États et des protocoles aussi blockchain. Jonathan, je crois que tu es toujours enseignant dans ce domaine, mais maintenant, on va rentrer dans le sujet avec Claudia. Voilà, alors Jonathan, donc le marché de la data, le business de la data, tu as mis en place une solution qui permet de contrôler et d'exploiter sa data à titre personnel. Mais ce qui serait intéressant, c'est quand même de comprendre l'écosystème du business de la data. Si tu pouvais nous expliquer, ça serait super. Bonjour. Tout à fait. Bonjour Claudia, bonjour Benjamin, merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Le business de la data, assez curieusement, depuis le début des plateformes digitales, Internet, l'utilisateur est un outil dans cet écosystème, mais n'en fait pas réellement partie, en tout cas quand on en vient au business de la data. Nous, quand on s'est lancé en 2017-2018, on est une boîte Web3. Vetri, c'est une ICO qui a été faite en 2018, exécutée, mais elle a été préparée en 2017, avec un point de vue très radical pour permettre cette décentralisation et d'utiliser des outils Web3 pour les utilisateurs. C'est pour ça qu'il nous paraissait très important d'être une fondation à l'époque. Et on est une fondation à but non lucratif. On n'est pas juste une société qui va créer des outils et monétiser comme dans le Web 2, cette manne de data personnelle. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'était de dire, le but, c'est de pouvoir faire les choses différemment. Et faire les choses différemment avec ces outils Web 3, ça veut dire être une fondation et aussi à but non lucratif. C'est-à-dire que si on est arrivé demain à créer un écosystème dans lequel et l'utilisateur final et ceux qui consomment la data sont en relation directe, il ne fallait pas qu'on puisse être un nouvel intermédiaire. Le but, c'est pas de reconstruire les GAFAM, les business models des GAFAM, c'est vraiment d'offrir ces outils à des utilisateurs dans un écosystème peer-to-peer. Et donc, on a utilisé tous les outils, on utilise concrètement, mais surtout, on s'insère et on s'intègre dans un écosystème Web 2, aujourd'hui, une application traditionnelle. Oui, c'est ça, c'est l'idée, c'est pas de reproduire le système, de pas être à nouveau vous-même Vetri, un intermédiaire nouveau de plus qui collecte la data et qui certes veut est du côté du consommateur, mais quand même vous collectez la data. Donc l'idée, vous êtes en peer-to-peer et là on est vraiment dans le Web 3, donc on est vraiment de l'individu à l'individu ou disons directement de l'entreprise à l'individu sans intermédiaire finalement. Oui. Exactement, et on va pas vraiment collecter la data. Notre but, c'est de faire tout ça sans être un intermédiaire et sans jamais voir la data. Donc, on va voir comment Vetri, c'est à la fois un wallet, effectivement, mais c'est aussi un coffre-fort. Donc, c'est un coffre-fort dans lequel on va pouvoir mettre sa data à l'intérieur. C'est un wallet qui va nous permettre de communiquer avec l'écosystème Web3 et c'est une télécommande qui va nous permettre de contrôler qui a accès et qui n'a pas accès. Quel type de data je laisse éventuellement sur une marketplace où les gens vont pouvoir me faire des offres pour cette data et qu'est-ce que je veux absolument pas partager, quand bien même j'ai la sécurité d'être protégé par rapport à ces données. Oui, tu m'expliquais l'autre jour qu'en fait il y a déjà des marketplaces. Moi je ne savais pas qu'en fait aujourd'hui en tant qu'utilisateur lambda, tu pouvais récupérer ta data et la vendre, décider de la vendre à qui tu voulais. Je ne savais pas que ça existait. Alors, ça n'existe pas vraiment. Aujourd'hui, tout se fait en B2B. C'est-à-dire que il y a des nouvelles sociétés qui se sont créées, un petit peu comme Vetri, avec pour mission de permettre cet échange tout en étant un intermédiaire à la fois technologique pour offrir cet outil à l'utilisateur final, mais aussi un intermédiaire économique. Nous, on voulait être d'intérêt et d'utilité publique en disant cette data, il faut qu'on en soit, nous, individus, souverains. C'est moi qui contrôle absolument tout. Et le Web3 nous donnant ces outils de souveraineté, de contrôle, on va pouvoir mettre en place tous ces éléments-là. On est une fondation aujourd'hui, tout simplement parce que les DAO n'existaient pas.
évidemment qu'on va s'inscrire dans cette direction-là, et dans les prochains mois, prochaines années, le but c'est de dire tous les participants à l'écosystème, que ce soit les data consumers ou les utilisateurs, vont pouvoir faire partie de cette gouvernance, et on va pouvoir continuer la décentralisation. Voilà, gouvernance, décentralisation, DAO. Alors les gens parlent de DAO, en fait c'est DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization, c'est cette possibilité de gérer une association d'humains entre eux, mais sur la blockchain, avec du code blockchain, avec des jetons de vote, avec un Connect Wallet. Enfin, c'est totalement Web3. Ça, effectivement, c'est l'idée. Et je pense que c'est l'idée d'une fondation. De manière ultime, les fondations sur le Web3 seront organisées en DAO. Ça, c'est vrai. Beaucoup de gens en parlent et je pense que ça va devenir une réalité. On dit même que les entreprises, alors dans 10 ans, toutes les entreprises seront des DAO. Ça, on verra. Mais sur le côté fondation, c'est intéressant parce que déjà, ça rassure. On se dit, OK, Vetri, en fait, c'est une fondation. Donc, il n'y a pas de but lucratif. Donc, on sent bien que nos données vont pas être exploitées. Maintenant, concrètement, nos données, il faut aussi réaliser qu'est-ce que c'est une donnée. C'est nom, prénom, âge... Et on va dire comportement sur le web, c'est-à-dire j'ai visité tel et tel site. Ça, c'est de la data, en fait. C'est ça ce qu'on appelle la data. C'est ça qui vaut de l'or, finalement. C'est de se dire, un consommateur de 35 ans qui vit en France et qui a vu tel et tel site web, c'est un profil. Donc, c'est un profil marketing et on peut lui cibler des publicités qui vont l'intéresser directement. Là, on est au cœur, en fait. Exactement. Et en fait, il y a un outil qui nous traque, qui nous envahit très régulièrement quand on va en ligne, ça s'appelle un cookie. On a tout simplement inversé le principe du cookie en créant un wallet, donc une application dans laquelle on va pouvoir se créer son identité digitale. Donc, derrière Vetri, derrière cette marketplace dans laquelle on va pouvoir contrôler nos datas, il y a aussi le concept d'identité digitale. Mais ce concept d'identité digitale ne nous appartient pas, nous, à Vetri. On émane d'une société qui a créé des identités digitales sur le Web3, blockchain, mais on s'est dit que ce combat-là est trop important, il est trop grand parce qu'il engage des gouvernements, il engage des fonds colossaux pour gagner cette bataille de l'identité digitale. On n'a pas voulu s'inscrire dans cette bataille-là. On a dit comment on va pouvoir créer de l'utilité derrière non seulement cette identité digitale, la véracité de prouver qui je suis dans un écosystème digital, okay, ça c'est très important. Donc l'idée c'est de dire que derrière ce wallet, derrière cette application, on veut que l'utilisateur soit souverain de sa data. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière sa data? Il y a évidemment le concept de l'identité digitale, et ça c'est un point qui est très important. C'est pas notre bataille, nous on se veut agnostique à tous les créateurs d'identité digitale qui sont en train de se créer et qui vont se développer au fil des années. Et il y a d'ailleurs un point très important qui vient d'être validé par la Web3 Foundation, qui vient mettre réellement en avant le Decentralized ID, qui est un point fondamental de ces infrastructures, qui a perdu en face de Google, qui a gagné, en face de Google et Mozilla. Donc ça, c'est des points qui sont relativement importants. Et nous, ce qu'on veut réellement créer avec Vetri, c'est de l'utilité derrière tout ça. Que ce soit mon identité digitale, donc être capable de prouver que dans l'écosystème digital, je peux prouver que je suis bien moi-même, et ça, c'est important. Derrière mon empreinte digitale, derrière les biens digitaux que je peux posséder aujourd'hui, que ce soit du Bitcoin ou des NFT, je peux récupérer toute cette manne de données, la protéger dans un premier temps. Dans un second temps, la contrôler, dire qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui n'est pas accessible. Et dans un troisième temps, on a créé cette marketplace décentralisée qui permet à n'importe qui de venir faire des offres pour acheter cette donnée. Alors, attends, Jonathan, je te coupe parce que là on avance bien. J'aimerais juste revenir sur l'histoire du cookie parce que tout le monde connaît les cookies. D'ailleurs, il y a plein de sites web qui vous disent acceptez-vous les cookies, puisque je crois même que c'est la loi. Ça doit être dans le RGPD quand on envoie un cookie. Alors, un cookie, rappelons quand même, c'est un bout de code qui est downloadé dans l'ordinateur de celui qui visite le site web. Et ce petit bout de code va récolter la donnée. Et le site web va pouvoir accéder à ce bout de code à tout moment, ou au moment où la personne va se reconnecter sur le site, l'entreprise va récupérer le cookie et dire « Ah bah j'ai vu exactement tout ce que le visiteur a fait sur le web, finalement. » C'est ça un cookie. J'ai vu et je vais interpréter aussi tout ce que j'ai vu. C'est-à-dire que ce que j'ai vu n'est pas forcément la réalité. Le cookie va donner une information. C'est-à-dire C'est-à-dire que le cookie, déjà, dans un premier temps, c'est pas quelque chose qu'on veut. Il est intrusif, il est abusif, il est invasif. Mais enfin, on est prévenu. On est quand même prévenu. On est prévenu, mais le RGPD marche un petit peu sur la tête, dans le sens où ce qu'on voulait, c'est d'être protégé, que nos données ne soient pas accessibles. Et au final, ce qu'on nous propose, c'est l'obligation dans trop de sites d'être
d'avoir à accepter ces cookies. Donc ça déjà c'est un rapport qui est un petit peu bizarre. Et on va voir aussi que quand on inverse le cookie en disant l'utilisateur final est souverain de sa donnée, il n'y a plus besoin d'RGPD. À partir du moment où on donne le contrôle à l'utilisateur final, qu'il a la possibilité de sécuriser, contrôler, voire monétiser, plus personne n'en a rien à faire d'RGPD, puisque je suis en contrôle. Ouais. Mais j'ai une question, en fait, donc c'est une application qu'on télécharge, mais donc sur l'ordi aussi ou pas? Alors, aujourd'hui c'est une application mobile, disponible donc sur Google Play Store et Apple Store, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on s'inscrive aujourd'hui, maintenant. C'est-à-dire que tout ce qu'on construit, c'est pas forcément dans 10 ans. On veut que ce soit utilisable dès aujourd'hui. Et on va voir comment on peut offrir une solution mobile, donc au travers de l'application, mais aussi, puisqu'on est Web3, et puisque Vetri est un wallet, qu'est-ce qui m'empêche de télécharger MetaMask, le plugin, de connecter mon wallet Vetri à mon plugin dans mon navigateur, qui soit en ligne sur mon desktop ou sur mon mobile, pour avoir accès à toutes ces informations et toute cette protection. Ok, mais donc petite question pour être sûr de bien comprendre. J'imagine que donc je télécharge ça sur mon desktop ou sur mon téléphone, mais est-ce que c'est j'ai envie de dire, comme un coupe-feu qui empêche Google d'aller choper ma data? Donc, est-ce que... Alors non. Non. Okay. Il y a des sociétés qui sont en train de se spécialiser là-dessus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner son nom et la société va aller scraper Internet, va aller voir tous les sites Internet où il y a des bouts de data qui correspondent à mon adresse email ou l'empreinte que j'ai pu laisser et qui vont être capables de récupérer ces données. Nous, on fait pas du tout ça. Nous, on dit que... Et d'ailleurs, quand on parle de sécuriser sa donnée, c'est relatif. C'est-à-dire que je peux sécuriser ma donnée, la mettre dans mon wallet Vetri, ok, elle n'est plus accessible. Mais si toute mon activité est déjà disponible sur Google, sur Facebook, je peux rien en faire de ça. Donc, il y a tout un écosystème qui est en train de s'organiser. Oui. Pardon? Et mes activités futures, donc à partir du moment où j'ai téléchargé le wallet, est-ce que ça empêche Google après de prendre ma data ou pas? Alors, ça empêche Google de prendre la data qui est dans le wallet. Mais si je continue à utiliser Google, évidemment que Google va continuer à utiliser le wallet. Voilà. Et c'est là où on voit que la réglementation va pousser. La réglementation aujourd'hui, elle pousse de plus en plus. Donc, il y a Google, pour parler de Google, très précisément, Google a annoncé l'année dernière qu'ils allaient arrêter les cookies. Oui. Les cookies tiers, attention, c'est très important. Ce qui veut dire que tous les annonceurs, tous les publicitaires, tous les médias, on prend l'exemple d'un journal comme 20 minutes. On ne prend pas... Très bon exemple, on les a reçus dans notre podcast. On a un épisode sur 20 minutes, d'ailleurs. Exactement, et ils ont même cité la Fondation Vetri dans leur édition 20 minutes qui parle des données personnelles. On est très contents, on a fait partie du comité éditorial, on a suivi ça, ils ont fait un super boulot, on est très contents. Mais un média comme 20 minutes qui ne vit exclusivement de la publicité, quand Google annonce que sur Chrome, qui détient 2/3 de l'activité en ligne des navigateurs, qu'il n'y aura plus de cookies tiers, eh bien, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un monopole énorme. Ça veut dire que ça va enfermer ces acteurs-là à aller acheter la donnée chez Google. Pour ce faire, RGPD qui marche un petit peu sur la tête en essayant de contrôler, enfin quand je dis, c'est pas péjoratif, hein, on a besoin d'RGPD, c'est très bien, mais ils ont déjà la Commission européenne a déjà prévu une loi qui va empêcher Google d'avoir ce monopole-là. Et donc, on voit bien qu'il y a une guerre et une course permanente entre la réglementation et les acteurs du Web 2 pour se faire la course derrière les données. Si on arrive à mettre un acteur qui n'est pas un intermédiaire, encore une fois, type Vetri, au milieu de tout ça, qui permet à l'utilisateur final d'être souverain de sa donnée, alors on n'a plus besoin de tout ça. On est capable de mettre 20 minutes qui va gérer sa régie publicitaire et toutes les annonces qu'il peut faire en utilisant les données du wallet Vetri comme un cookie, à la différence que c'est déclaratif. Donc c'est beaucoup plus pertinent et pour l'annonceur et pour l'utilisateur. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, 20 minutes, il aura un double choix. Soit aller acheter des audiences de data chez Google, soit aller sur une marketplace, la marketplace Vetri, par exemple, et aller
acheter la data aux consommateurs directement, qui auront librement décidé de la mettre à disposition ou pas, de la mettre à disposition ou de la vendre. Et donc, quelque part, on redevient maître de sa data, on la contrôle, mais on peut aussi l'exploiter à titre commercial. Si à un moment donné, je dis, bon, ben, moi, je suis d'accord, j'aime bien le 20 Mint, je crois en eux, j'aime bien leur contenu, je leur fais confiance, et bien, je leur vends ma data. C'est ça ? Alors, c'est exactement ça. À la grande différence, il y a deux grandes différences. La première, c'est que quand je vais me faire targeter dans un écosystème comme Vetri, personne n'a besoin de voir la data. Je cherche pas à savoir qui tu es, Claudia. Je cherche à savoir si tu es un homme ou une femme. Je cherche à savoir si tu fais partie de la cible que moi, en tant que publicitaire, j'ai visée. Et donc, je vais te demander des attributs. Quel genre tu as, quelle tranche d'âge tu as, où tu habites, ce type d'information. Mais à aucun moment, tu partages une information qui va permettre de t'identifier. Oui, c'est important que tu dis ça parce que je pense que les gens, il y a un mélange à la fois dans la presse qui s'exprime mal sur ce sujet. Quand on parle de données personnelles, il n'est évidemment pas question de nom, prénom, adresse ou numéro de téléphone, en fait. Alors, il peut être question de ça. On peut aussi choisir de vendre cette information-là, mais ça n'a pas le même prix, ça n'a pas les mêmes conséquences. Et notre but, au-delà de la Fondation Vetri, c'est de créer ce qu'on appelle le fair data economy. C'est-à-dire que les choses soient très claires. Si je vends l'accès à ma data, c'est-à-dire si mon genre, là où j'habite, mon âge, ma tranche d'âge, c'est l'accès à la data et ça me permet d'être rémunéré en direct éventuellement. C'est une chose. Si je vends mon adresse email, mon nom, mon prénom, le fait de pouvoir me faire appeler par une société qui va, grâce à cette data, me vendre un produit, c'est autre chose. Notre rôle, c'est de dire, soyons clairs quand on offre ces produits et quand on fait ces offres auprès des utilisateurs, qu'ils puissent choisir en toute conscience. Ok, mais donc... Et l'autre point, Claudia, excuse-moi, je t'interromps, parce que l'autre point fondamental, c'est effectivement d'avoir le choix entre Google et Vetri. Mais le choix, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un, c'est un coût opérationnel. Je vais aller chez Google pour faire un targeting et demander à Google qui vient sur mon site internet. Et ça va me coûter. C'est un coût opérationnel. L'autre, c'est un budget marketing. Je vais donner de l'argent en direct à mes utilisateurs finaux pour mieux les servir. Non seulement c'est un budget marketing, mais en plus, je vais avoir un meilleur service et une meilleure qualité que moi, en tant qu'utilisateur, j'attends par rapport au service que je vais acheter. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, non seulement on bypass Google, mais en plus, on rend le pouvoir aux gens sur leur data, mais en plus, on améliore l'expérience client en engageant les clients, en engageant sa communauté, en disant, OK, moi, je suis une marque X, si vous avez un capital, si vous avez confiance en moi, si la marque a un capital confiance, les gens seront plus aptes à céder ou à vendre leurs données, mais donc ils auront quelque part du retargeting beaucoup plus précis. Parce que finalement, quand tu achètes de la data, enfin, on est tous targetés par des choses qui ne nous concernent pas. Le marketing n'est pas toujours excessivement précis. Exactement. Donc... Et en plus de ça, on va recréer du lien. Qu'est-ce qu'elle veut, la marque? Elle veut créer du lien avec son audience, avec ses lecteurs, avec ses clients. Exactement. Elle veut créer du lien. En passant par Google, on casse ce lien. Là, on va avoir l'opportunité de recréer un lien. Et encore une fois, en direct, entre l'utilisateur final et la marque. C'est exactement ce que la marque souhaite et ce que l'utilisateur final désire. Ok, mais donc concrètement, l'application Vetri, on est d'accord que quand je la télécharge pour l'instant sur mon téléphone mobile, mettons mon iPhone là, je décide quand je vais aller voir je vais sur un site de la Fnac ou Amazon par exemple. Alors. Et là, à quel moment je peux faire intervenir mon wallet Vetri pour dire je veux que Vetri prenne le lead, voilà. Alors, il faut que j'explique tout ça parce que ça, c'est la vision. Ce marché-là n'existe pas. On ne peut pas le créer du jour au lendemain. Pour intégrer cette activité-là, on s'est adossé à ce qu'on appelle un go-to-market stratégie, c'est-à-dire que ce marché-là n'existe pas, on va le créer. Et pour le créer, on va s'adosser à un marché qui est déjà existant. Ce marché qui est déjà existant dans lequel on s'est intégré, c'est celui de l'enquête d'opinion. Il est très similaire à celui de l'achat de données, sauf que quand on achète de la donnée, c'est une donnée qui vaut une opinion. Donc, on distribue des enquêtes d'opinion entre des annonceurs et des utilisateurs finaux. Ah, mais ça, tu dois expliquer. Tu dois expliquer ce que c'est, parce que la dernière fois, quand tu m'as expliqué ça, je ne savais même pas que ça existait. Donc, je pense que c'est intéressant que tu l'expliques. C'est un énorme marché. Il a pour avantage d'exister en B2C, et ça, c'est
c'est un point qui est fondamental parce que en tant qu'entrepreneur, c'est très compliqué de créer d'une part une marketplace de deux côtés, un acheteur, un vendeur, mais surtout sur un marché qui n'existe pas. Donc, il a l'avantage d'exister, il a l'avantage d'être énorme. Il y a plus de 12 milliards qui sont échangés chaque année pour distribuer des enquêtes d'opinion et recueillir de l'information fondamentale pour créer des nouveaux produits ou des nouveaux services. Et surtout, il a exactement la même structure. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai des data consumers et de l'autre côté, j'ai des individus. Et on va permettre ce lien en direct. Aujourd'hui, ce marché-là, il est extrêmement intermédiaire. Pour une enquête d'opinion qui va me coûter, moi, en tant qu'entreprise, $4, je vais distribuer à l'utilisateur final, au final, en bout de chaîne, 20 centimes. Ok, donc la marque paye $4 pour avoir l'opinion d'une seule personne, c'est ça? Ouais. Et la personne, au final, reçoit combien? 20 centimes, une vingtaine de centimes. Ok, donc c'est un modèle très centralisé. Exactement. Ok, avec un tiers de confiance qui fait de la captation du capital, enfin de la valeur entre les deux. En fait, il y a beaucoup d'intermédiaires. Et il y a des intermédiaires qui vont apporter de la valeur. C'est-à-dire que créer une belle enquête d'opinion, créer les bonnes questions, c'est un métier en soi. C'est pas un intermédiaire, celui qui va venir apporter sa valeur ajoutée à ce niveau-là. Donc, la marque va déléguer à quelqu'un pour designer l'enquête d'opinion. Et ensuite, il va y avoir un sondeur qui va la donner à un agrégateur d'enquête d'opinion. L'agrégateur d'enquête d'opinion va la donner à un distributeur d'enquête d'opinion, ce qui est Vetri aujourd'hui d'ailleurs, on a un distributeur d'enquête d'opinion, et l'utilisateur final va avoir l'enquête d'opinion et va y répondre. Mais tous ces intermédiaires-là prennent entre 80 et 90% de la valeur. Nous, on dit, venez designer votre enquête d'opinion dans l'écosystème Vetri, de façon complètement gratuite, vous la distribuez à vos utilisateurs dans une communauté décentralisée, donc qui est complètement indépendante et autonome. L'utilisateur, la base de données n'appartient pas à Vetri. On a donné ce pouvoir à l'utilisateur final. Non seulement on va pouvoir désintermédier cet écosystème, mais surtout recréer le lien entre l'annonceur et l'utilisateur final. Et si on est capable de faire ça pour l'enquête d'opinion, parce qu'on va cibler l'enquête d'opinion. Cette enquête d'opinion, par exemple, elle est disponible uniquement pour les femmes qui habitent dans le sud de la France, qui ont telle tranche d'âge. On est capable de prendre tous ces critères, et voilà ce que fait Vetri finalement. Que ce soit une enquête d'opinion ou de la donnée. On va prendre tous ces critères et on va appeler ces critères X, Y, Z. On va prendre X, Y, Z, on va l'envoyer à toutes nos applications, donc tous nos wallets. Et si le wallet qui a un coffre-fort, moi-même en tant que Vetri, je n'ai pas accès à ce coffre-fort, on va injecter X, Y, Z dans le coffre-fort. Si le coffre-fort reconnaît X, Y, Z, un petit peu comme les POAP dont on parle beaucoup, si je reconnais un attribut, un NFT que j'ai ciblé dans le wallet, il va venir matcher. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer une notification pour notifier l'utilisateur pour dire on a reçu un deal, est-ce qu'on le prend ou pas? Et à l'utilisateur final de le choisir. Donc, on est capable non seulement de faire un targeting ultra précis, sans jamais voir la donnée, et en donnant toute la possibilité à l'utilisateur final de choisir si oui ou non il va accepter ce type de deal. Oui, okay, c'est hyper complexe. Oui, c'est assez puissant comme technologie parce qu'en fait, ça va chercher les gens, ça va chercher le wallet des gens. D'ailleurs, tu parles de coffre-fort. Nous, on donne pas mal de formations avec Claudia et on explique que le coffre-fort, c'est une très belle image, une très belle allégorie de cette portefeuille digital. Je dirais du wallet, effectivement, parce qu'on explique que ni les NFT ni vos crypto-monnaies ne seront jamais dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, Dieu merci, parce que c'est hackable très facilement, tout est tout le temps dans la blockchain, mais dans votre coffre-fort privé qui n'est accessible qu'avec une clé privée. Et cette clé privée est symbolisée par le wallet, qui lui est téléchargé évidemment dans votre ordinateur ou votre téléphone, mais c'est lui qui donne la clé privée. Avec cette clé, on ouvre son coffre sur la blockchain, on peut constater ce qu'on possède comme actifs digitaux, puis après il faut refermer évidemment son coffre en refermant avec le wallet. Et donc toi tu dis que la donnée elle est suite à des enquêtes d'opinion, il y a un besoin, une demande qui est formulée chez vous, et vous allez interroger les wallets qui disent qui vont regarder ce qu'ils prennent comme données dans les wallets finalement. Alors ils vont notifier dans un premier temps et c'est l'utilisateur qui va choisir. Mais de la même façon, quand on va sur un site internet, je reprends mon exemple de 20 minutes. Je vais aller dans le site internet de 20 minutes, je vais recevoir une sorte de notification pour savoir si je fais partie du ciblage des pubs régies que 20 minutes a en catalogue. Et si je réponds aux critères de la pub, alors elle va m'être diffusée. Et pour ce faire,
c'est moi en tant qu'utilisateur final qui vais gagner de l'argent. J'ai un exemple tout bête. On est en train d'implémenter aux États-Unis. Ça arrivera, j'espère, en Europe très bientôt. Mais aux États-Unis, parce qu'on est live dans un premier temps aux États-Unis. On a eu 200 000 téléchargements de notre application ces dernières semaines, principalement aux États-Unis. Et ça, c'est juste avec du bouche à oreille. Énorme. On n'a pas fait de campagne marketing. Donc, il y a une réelle demande des utilisateurs. Aux États-Unis, c'est beaucoup pour gagner de l'argent. En Europe, c'est beaucoup pour protéger ces données. Donc, il y a des différences culturelles, mais ça, c'est parce qu'on a 4 ans d'expérience de RGPD qu'ils n'ont pas encore. C'est en train d'arriver aux États-Unis avec Digital Act et tout ça. Ce qu'on va permettre aux États-Unis, à nos utilisateurs, c'est qu'aujourd'hui, on leur permet de gagner de l'argent en répondant à des enquêtes d'opinion. Ça, c'est ouvert en France, en Allemagne, en Angleterre, déjà en Europe, et on va ouvrir dans plein de nouveaux pays. Ce qu'on va permettre à tous nos utilisateurs qui font déjà des enquêtes d'opinion aux États-Unis, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont rentrer dans un Walmart, ils vont toucher 15 centimes. Walmart, c'est les grandes surfaces aux États-Unis, les grands magasins. Ouais. Et comment est-ce qu'ils me repèrent? Alors, d'ailleurs, j'ai dit Walmart, ça marche aussi chez Starbucks et dans de très grandes enseignes qui ont des réseaux. Comment ça fonctionne? C'est que au moment où je vais rentrer dans Walmart, mon application Vetri sait où je suis puisque j'ai accès aux données de géolocalisation si j'ai choisi d'ouvrir ce canal de données au sein de mon coffre-fort. Ah oui, d'où le mobile, d'où l'importance de télécharger ça sur un téléphone mobile. Ok. En l'occurrence, oui. Je sais aussi si je suis un homme, une femme, puisque j'ai rentré durant l'onboarding pour pouvoir distribuer des enquêtes d'opinion. On fait un onboarding dans lequel on va faire un profiling de nos utilisateurs. Okay. Encore une fois, nous, on n'y a pas accès, mais c'est pour nous permettre ce matching. Eh bien, quand je vais rentrer dans un Walmart, je vais recevoir un message de bienvenue de 15 centimes, en sachant que ce message de 15 centimes, malheureusement, il vaut $2. La marque aujourd'hui paye $2. Mais comme on passe par un intermédiaire pour valider que cet écosystème existe et qu'il est pertinent, on accepte de passer avec cet intermédiaire-là, mais demain, on sera capable de distribuer $2 à chacun de nos utilisateurs. Ah oui. Il va rentrer et Walmart va positionner la pub en fonction de si c'est Benjamin ou Claudia, et ben Coca-Cola, Heineken, Listerine, peu importe, les produits qui sont vendus dans la marque vont faire un bid sur les paramètres de l'utilisateur qui rentre dans le Walmart précis. Une enchère, hein. Quand tu dis bid, c'est une enchère, ouais. En fait, il y a une liste de publicités qui sont disponibles, qui vont payer très cher. Pourquoi? Pour être visible au moment où un utilisateur est le plus à même de consommer. Ça vaut énormément d'argent, ça. Ah oui. Oui, mais est-ce que je la vois, cette pub, ou est-ce que je dois la valider avant de la voir? Est-ce que je dois marquer mon accord? Non, je reçois juste une notification. Il faut ouvrir une notification pour valider, d'accepter cette offre, parce que je peux encore la refuser. En acceptant l'offre, je reçois entre 15 centimes et $2. Si on est capable de faire ça en physique, on peut comprendre qu'en me connectant soit à mon téléphone, donc avec l'application, soit avec un plugin MetaMask pour connecter mon wallet Vetri, à n'importe quel site internet, n'importe quel shop en ligne, n'importe quelle activité qu'on peut faire dans un métaverse ou ailleurs. Dans le Web 3, hein, c'est-à-dire qu'il faut connecter, il faut que le site web soit Web 3, c'est-à-dire qu'il y a un bouton en haut à droite qui dise connecter votre wallet. Et auquel cas, on peut connecter, au lieu de connecter un MetaMask, tu dis on peut connecter votre wallet Vetri qui dispose d'un plugin type MetaMask, enfin pour être reconnu par tous les sites Web3. Mais ce qui est révolutionnaire, c'est qu'aujourd'hui, la marque, elle paye un tiers de confiance, les GAFAM en l'occurrence, pour obtenir de la data. Le consommateur, lui, ne touche absolument rien. Il subit la pub, qui parfois est pas bien ciblée. Là, je reçois une notification. J'accepte de la recevoir parce que je suis dans une enseigne, Walmart par exemple, dans laquelle j'ai confiance et je me dis ils vont pas me targeter avec n'importe quoi, ils vont pas être envahissants, ils vont pas abuser de ma data, ils vont pas me prendre trop de temps. Donc je sais que leur truc est bien fait, donc j'accepte la notification et en fait la marque, c'est moi qu'elle paye. Et ça change tout. Parce qu'à un moment donné, je donne quelque chose, mais je donne une part de moi, mais cette part a une valeur qui n'existe pas aujourd'hui, puisque ma data, en fait, pour moi, en tant que consommateur, elle ne vaut rien, je ne l'exploite jamais. Mais là, j'accepte, parce que la marque a fait son travail de m'engager et de créer de la confiance, et parce que j'ai confiance, j'accepte, et je suis payé pour ça. Et ça révolutionne le business model de la data, c'est énorme. Et tu as dit 2 choses fondamentales. La première, c'est d'avoir confiance en la marque. Oui et non. Si
si je sais que je partage que des attributs et non pas qui je suis, je partage une information qui m'est pas forcément ultra sensible. C'est-à-dire que partager le fait que je suis un homme qui est entre 35 et 45 ans, qui habite à Zurich, ça me dérange pas de partager ça. Je vais rien dévoiler si ça me permet de gagner de l'argent, d'une part. Donc, je dévoile pas. J'offre juste l'accès à ma donnée, pas la donnée. Ouais. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que tu as dit, qui est fondamental, bon, déjà, effectivement et évidemment, c'est d'avoir le choix dans tout cet écosystème où on n'existe pas d'habitude, mais c'est que individuellement, nos données, elles valent rien. C'est-à-dire, pour moi, ça vaut rien. Ouais. Qu'est-ce que nous permet le Web3? C'est qu'on est capable de s'organiser collectivement et de reprendre ce pouvoir-là. Ouais, et pour moi, c'est ça le Web3. Et en fait, le Web3, comme avec les NFT, ça amène de la valeur sur des choses qui avant n'en avaient pas. Mais je vais revenir sur la confiance. Quand je dis la confiance que le consommateur a en la marque, tu sais qu'il y a des marques qui font du mauvais marketing, du marketing agressif, abusif, qui prennent du temps, de l'énergie. La confiance, c'est je vais être l'information qui va m'arriver va être bonne, juste, au bon moment, dans le bon timing. C'est aussi ça, parce qu'une marque qui a un très bon produit, mais qui communique très mal avec un très mauvais marketing, t'as pas envie d'aller ouvrir ton wallet pour lui dire « Ok, je prends les 15 centimes, ils vont me prendre mon temps et mon énergie, ils vont me mettre une musique criarde dans les oreilles. » Tu vois, donc la confiance, elle n'est pas seulement dans la valeur de tes data, elle est aussi dans « Est-ce qu'ils vont me faire perdre du temps ?» Moi, ma data aujourd'hui, elle vaut pas d'argent, mais mon temps, même 15 secondes de mon temps, ça vaut de l'argent. Donc tu vois, il y a la confiance, elle dépasse l'exploitation de la data, je pense. Oui, on est parfaitement aligné dans cette pertinence, cette recherche de pertinence. C'est-à-dire que, en tant que marque, je vais chercher la pertinence pour viser juste au bon moment, pour cibler un utilisateur qui est potentiellement intéressé pour acheter mon produit. Oui. Mais en tant qu'utilisateur, c'est exactement la même chose. J'ai pas envie qu'on vienne me revendre la valise que j'ai achetée il y a 3 semaines pendant 4 mois à chaque fois que je vais sur un site internet. Ah oui, ça on l'a tous vécu, ça. Effectivement, on achète un produit, ce qui est très mal fait d'ailleurs, t'as raison, on achète une valise et en permanence, pendant 4 mois, on reçoit des pubs pour la même valise en plus. Oui. Ça c'est à cause du retargeting et du cookie. Quand on voit que la qualité même du produit internet, et je pense au navigateur de recherche de Google, qui était un outil ultra performant, que je trouvais ultra pertinent à quasiment 100% du temps. Aujourd'hui, quand je fais une recherche internet sur Google, c'est mon moteur, c'est le plus gros moteur, j'ai les 2/3 de ma page qui sont pollués par des pubs, de la promotion, et pas forcément, et plus forcément sur ce que je recherche moi, mais c'est sur... C'est du prédictif, oui. Exact. Ouais, prédictif, et en plus, c'est au plus offrant, c'est-à-dire que la marque qui est capable de payer le plus cher va apparaître tout en haut, et c'est pas parce qu'elle est capable de payer plus cher qu'elle est pertinente pour moi. Oui. Et ça, justement, je reviens sur le rôle des marques, c'est très très important, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as beaucoup de marques qui achètent de la data pas très affinée, parce qu'on sait qu'en fait, plus la data est affinée, plus elle est chère. Et donc, tu as des marques qui achètent de la data premier niveau, sexe, âge, voilà. Et donc, tu te retrouves, moi, j'ai un exemple très marquant, je me suis fait opérer du dos, et donc j'ai fait une recherche sur ce type d'opération. Et un des risques est qu'en fait, tu peux, à un moment donné, avoir le risque de ne plus pouvoir marcher. Et donc, j'ai été targetée pendant des mois par des chaises, tu sais, ces chaises ascenseurs que tu colles à ton escalier, tu t'assieds sur une chaise. Bon. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai pas envie de voir ça. Et donc là, même si demain j'ai un problème et que je ne sais plus marcher, jamais je vais chez cette marque qui m'a targeté pendant des mois avec un truc que j'avais pas envie de voir. Et donc, il y a aussi ton modèle, en fait, remet en cause la responsabilité des marques d'envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, comme effectivement, quand tu vas acheter de la data chez Facebook ou chez Google, tu as plusieurs niveaux de data. Parce que finalement, ton comportement aujourd'hui ne correspond pas forcément au comportement que tu auras demain, ou même dans l'heure qui suit, et donc c'est pas très précis. À partir du moment où cette data est dans ton wallet, tu peux accepter, je pense que c'est en tout cas un outil qui va permettre d'affiner les messages pour les envoyer au bon moment à la bonne personne et dans le bon timing, en fait. Mais bien sûr, et au-delà du marketing, parce que là, on se concentre principalement sur le marketing, on y est tous très souvent confrontés au quotidien. Donc, ça parle à tout le monde. Mais sortons du contexte du marketing et allons dans le contexte des données un petit peu plus sensibles, des données médicales. Ouais.
On a lancé un programme de recherche en début d'année avec l'université de Cambridge. Pourquoi? Parce qu'il y a une boîte pharmaceutique qui fait beaucoup d'intelligence artificielle, qui dit, nous, on a un algorithme qui peut nous permettre de faire avancer la recherche, mais on n'a pas le droit, d'un point de vue réglementaire, d'utiliser la donnée de nos patients. Et moi, en tant que patient, non seulement si je pouvais faire avancer la recherche en donnant mes données complètement anonymisées, pourquoi pas d'une part, d'autre part, on a tous été confrontés au fait de ne pas avoir la bonne donnée, qu'on soit en face d'un médecin, de son médecin traitant, en face de l'hôpital, en face de tout l'écosystème médical. C'est chacun des laboratoires ou des écosystèmes dans lesquels on rentre, typiquement l'hôpital, qui va récupérer ces données et on n'en fait jamais partie. Si on avait la possibilité de récupérer toutes ces données-là, les concentrer dans un wallet qui est sécurisé pour pouvoir les contrôler et dire, effectivement, je vais subir une opération, je dois donner des attributs ultra précis, type quelles sont mes allergies. Si j'ai tout ça à portée de main, je peux faciliter non seulement l'opération dans laquelle que je vais subir, ou bien faire avancer la recherche en faisant don de mes données personnelles à cette unité de recherche. Ouais, exact, tout à fait. Oui, on parlait de donner son corps à la science, maintenant on peut donner ses data à la science, c'est effectivement assez intéressant. Ouais. C'est lié aussi à l'ID, tu parlais de ID, donc identité, donc papier d'identité, et ça, avec Claudia aussi en parle souvent, c'est la possibilité à terme d'avoir dans son wallet des papiers alors très 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 personnels, passeport, diplôme, papier d'identité, données de santé. C'est ça. Mais... Ouais, exactement. Et juste un point sur l'identité digitale. Parce que, encore une fois, c'est NFT business, on parle de business. Mais si on zoome out un petit peu, on sort de notre monde occidental. Il y a 1 milliard de gens aujourd'hui sur Terre qui n'ont pas d'identité digitale. Ils n'existent pas aux yeux de leur patrie, ils n'existent pas aux yeux de leur État. Ils n'ont accès à aucun des services que la société moderne peut leur offrir. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'identité digitale, qui ont Internet, qui ont un téléphone et qui pourraient utiliser ces attributs-là pour avoir accès à certaines choses. Bien sûr. Et aussi d'amener du revenu à ces gens-là. Parce que quand tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de revenu. En fait, tu n'as certainement pas un compte en banque. Et donc, ça amène de la valeur, mais de la valeur sur l'humain aussi. C'est très intéressant. Oui, d'ailleurs, tu as parlé de monétisation, on pourrait peut-être développer ça, parce que finalement, il est question aussi, quand on propose sa data aux marques, de récolter quelques centimes, peut-être même quelques euros. Alors, ça va se faire en crypto-monnaie, je suppose, mais quelle est l'avancée de ça pour Vetri pour l'instant ? Déjà, c'est entre quelques centimes et des milliers de dollars. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que j'ai un prospect qui nous a appelé, un client potentiel qui nous a appelé, qui me dit, moi, je peux monétiser $1 250 le point de data. C'est énorme. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, si on est capable de redistribuer, même s'il veut faire énormément de business avec, la moitié à l'utilisateur final, plutôt que de donner ces $1 250 en général aux mêmes acteurs qui sont Facebook et Google pour le targeting, ça a un prix énorme. Donc, mais ce prix-là est relatif, on se l'accorde, il y a entre quelques centimes et des milliers de dollars. Et pour que les auditeurs comprennent bien, la blockchain ici, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu faire sans blockchain ? Absolument pas. Alors, absolument pas. C'est quoi la valeur ici ? Toutes les enquêtes d'opinion et demain les deals de data, chaque deal représente un smart contract. Pour pouvoir interagir avec le smart contract, j'ai toutes mes données qui sont intégrées dans mon wallet, que je peux échanger de façon automatisée et transacter avec la crypto-monnaie de Vetri. On a créé notre propre crypto-monnaie. Pourquoi on est capable de ne pas être un intermédiaire économique? Et ça, c'est fondamental. Le but, c'est de dire que si demain Google est capable de commencer à nous rémunérer, Vetri meurt. Si c'est un intermédiaire économique. Je vais jamais être en mesure de challenger le business de Google au vu des milliards d'utilisateurs qu'ils ont. La seule chose qu'un acteur comme Google ou comme Facebook ne pourra jamais faire, c'est de descendre la distribution de sa valeur à zéro. Parce qu'ils ont tout simplement des actionnaires. Nous, on est capable de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a créé notre crypto-monnaie et qu'on a dit que chacune des transactions qui va être exécutée dans l'écosystème Vetri se fera avec la crypto de Vetri.
Qui s'appelle comment ta crypto? Le VLD. Le VLD qu'on n'a jamais communiqué d'ailleurs. Nous, on a fait vraiment tout l'inverse des crypto-monnaies. Avant de créer une communauté autour du token, on a dit on va créer un produit. Et si le produit est pertinent et qu'il est utilisé, alors on aura une valeur à dépenser. Parce qu'on a gardé 15 à 20% de cette quantité limitée de jetons qu'on a émise, qui va nous permettre de vivre non pas sur l'intermédiation économique, donc pour $1 distribué, on va garder X et on va distribuer le reste à l'utilisateur final. On est capable de vivre sur les gains de capitaux. S'il y a des milliers, voire des millions d'utilisateurs qui utilisent cet écosystème, alors le token vaudra quelque chose. Et donc, la fondation aura quelque chose à dépenser pour maintenir et continuer à développer l'écosystème. On a aligné la vision, la mission de la fondation avec l'intérêt de nos utilisateurs. Ok, donc attends, il y a un token qui a une double utilité, comme bien souvent dans les protocoles Web3. La première utilité, c'est l'organisation, on va dire la gouvernance, comme on dit. Donc avec ces tokens, on pourra à terme voter aussi pour le... Alors ça, c'est pas tout de suite, mais oui, plus tard, quand on sera une DAO, on pourra participer à la gouvernance. Et puis le token sert aussi à être rémunéré concrètement. Une marque peut m'envoyer, quand on disait quelques centimes, quelques dollars, ce sera directement dans cette crypto-monnaie qu'ensuite je pourrais transformer en euros. Ou pas, ou est-ce qu'on peut directement... Alors, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Nous, on est live aux États-Unis, on a 30 000 utilisateurs actifs tous les mois qui utilisent Vetri. Ok, mais ils sont payés comment? Donc en crypto? Alors, et c'est ça qui est intéressant, en crypto. Sauf que on est vraiment, et c'est là où on fait le pont entre le Web 2 et le Web 3. Nous, on est un produit mass market. On s'adresse à tout le monde. On n'a pas créé ça pour les aficionados des cryptos ou pour ceux qui comprennent la blockchain. On a créé ça pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû tout décomplexifier. Et nos utilisateurs aujourd'hui américains, quand ils téléchargent l'application, ils ne savent pas que c'est un wallet. Ils ne savent pas que quand ils gagnent de l'argent, ils gagnent une crypto-monnaie. On leur envoie notre crypto-monnaie qu'ils considèrent comme des points. On leur donne l'équivalent à chaque fois en monnaie locale. Et dès qu'ils atteignent $12,50, c'est notre seuil aujourd'hui, mais demain, on sera capable de descendre à $1, ils peuvent choisir de faire un virement PayPal sur leur compte PayPal ou d'acheter des cartes cadeaux. Ah oui. Ouais, okay. En fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que nos partenaires Web2, qui distribuent ces enquêtes d'opinion, qui distribuent les deals de data quand on va rentrer dans le Walmart, ou nos utilisateurs, ils parlent exclusivement en fiat. Nous, comme tout l'écosystème, tout notre back-end, c'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière l'application, au-delà de ce qu'on voit dans l'application, tout est sur la blockchain. Donc on est obligé de parler en smart contract et en crypto-monnaie. Ouais, mais ce qui est intéressant, et nous, on achète. Ouais, tout est sur la blockchain chez vous. Tout est Web3 en fait. C'est intégralement Web3, mais pour les utilisateurs, c'est tellement plus simple de leur dire c'est une application iPhone et vous gagnez des points cadeaux en fait. Ouais. Exactement. Et notre mission, c'est de les éduquer, c'est de leur dire, en fait, si vous avez compris ce qu'est une crypto-monnaie, vous pouvez choisir de garder cette crypto-monnaie, elle vous appartient. D'accord ? Si vous n'avez pas compris, on va travailler en fiat équivalent. C'est-à-dire que les $6 que j'ai dans mon wallet, et ils me permettent d'accéder à $6. Ah oui, ce que tu veux dire, c'est que pour un utilisateur aguerri comme par exemple moi, qui ai l'habitude depuis 2 ans de manipuler de la crypto sur mon wallet, à ce moment-là, ta crypto VLD, je peux la récupérer sur mon MetaMask et je peux aller sur un exchange décentralisé, l'échanger contre de l'Ethereum, du Bitcoin, etc. Par exemple, quoi. Pour le moment, on a limité ça parce qu'on ne veut pas apporter de la confusion à tout cet écosystème. Comme c'est un marché qui est nouveau, on doit y aller par étapes. Dans un premier temps, notre crypto-monnaie qu'il y a dans l'application, c'est un stablecoin. Donc, une valeur qui est complètement fixée à la monnaie locale pour pas perdre l'utilisateur. Parce que si on lui disait aussi que son dollar qu'il a gagné aujourd'hui, il vaut 50 centimes ou $1,50 demain, il ne comprendrait pas pourquoi. Oui, c'est astucieux. C'est le token, donc la crypto-monnaie de VLD est un stablecoin, c'est-à-dire égale toujours $1. 1 égale 1. Alors, c'est pas la réalité. C'est un faux. Pour notre crypto-monnaie, c'est une crypto-monnaie qui fluctue. Mais pour éviter cet écueil-là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on met en collatéral du vrai dollar, derrière chaque dollar qui est gagné, et on ne fait pas fluctuer. Tous les jetons qui traversent l'application sont fixés. Et ensuite, on donnera la possibilité à nos utilisateurs, une fois qu'ils auront compris ce qu'est une crypto-monnaie, une fois qu'ils auront compris le potentiel de gain ou de perte, la fluctuation, la volatilité qu'il peut y avoir une crypto-monnaie, à eux de choisir s'ils veulent continuer à avoir un dollar équivalent ou un euro équivalent dans leur wallet ou bien le jeton.
Oui. Mais il y a deux choses en fait. En fait, vous avez mis en place cette solution qui révolutionne la valeur de la valeur qu'on attribue à notre data personnelle et donc à notre liberté. Et en fait, effectivement, si j'utilise Vitry mais que je continue à aller sur Google, je continue à donner mes data à Google. Et en même temps, le monde va évoluer vers des solutions décentralisées. Donc, à un moment donné, on espère quand même qu'il y aura un nouveau Google. Et donc, forcément, si tu as un Vitry, une solution Vitry et un nouveau moteur de recherche décentralisé qui n'exploite pas la data, alors on arrive au bout du système. Et en parallèle, l'adoption massive va arriver vers la crypto et le wallet grâce à des applications comme vous où on utilise le wallet sans même savoir que c'est un wallet. Et donc, on se rend compte qu'en fait, c'est un usage comme un autre. Et donc, vous participez à la construction de l'écosystème Web3, mais aussi à l'adoption massive et à la culture du wallet. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, vous jouez sur deux volets. C'est génial, oui, mais c'est très complexe. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire des choses que le Web 2 ne comprend pas. C'est-à-dire que moi, d'avoir une application sur un back-end blockchain, j'ai énormément de complexité à être aussi efficace et aussi rapide quand j'enchiffre toutes les données de mes utilisateurs sur un écosystème Play Store. C'est-à-dire que eux vont me mesurer par rapport à toutes les autres applications qui font à peu près la même chose. Et ils vont dire, dans les autres applications, il y a quelques millisecondes de chargement de tout l'écosystème. Vous, il y a quelques millisecondes de plus. Ah oui. Donc pourquoi? Donc ça nous crée un challenge qui est énorme de notre côté. De l'autre côté, d'un point de vue Web3, on est obligé de faire des incongruités phénoménales. C'est-à-dire que je ne peux pas distribuer $1 à un utilisateur final, quand bien même notre crypto-monnaie, c'est un ERC20. Donc, c'est un standard pour notre VLD. C'est sur la blockchain Ethereum, précisons-le, parce que c'est la blockchain. Sur la blockchain. Oui. Et donc, j'en venais. Ouais. J'y venais. Mon problème d'opérer sur une blockchain type Ethereum, c'est qu'aujourd'hui, je peux pas justifier à un utilisateur final qui ne sait pas qu'il a un wallet et qu'il va gagner une crypto-monnaie, que ça va lui coûter $20 d'exécuter son dollar. Donc, je suis obligé, parce que nous, on est là depuis 2017-2018. Quand tu dis aujourd'hui, on a les layers 2, les layers 3 ah, oui, qui permettent de faire les choses différemment. Tu parles des frais de gaz. La transaction. Okay. Ouais. Tu parles des frais de gaz. Exactement, les frais de gaz. La transaction en elle-même, si je devais tout opérer sur Ethereum, ça me coûterait beaucoup trop cher. Ça coûterait beaucoup trop cher à l'utilisateur final d'exécuter ça là-dessus. Donc, ce qu'on a fait pour être viable dès 2019, quand on a créé l'application, c'est qu'on a tout opéré sur une blockchain privée. Ce qui n'a aucun sens pour nous en tant que fondation décentralisée qui veut devenir une DAO. Oui. Mais aujourd'hui, on a des nouvelles solutions. Donc, on est en train de regarder tout ce qui est Layer 2, donc qui nous permet de réduire les coûts de transaction pour chacune des opérations enregistrées dans la blockchain, voire des Layer 3. Oui, alors sans rentrer dans le détail, on peut juste expliquer de manière très simple qu'en fait, on est soumis sur des blockchains à des frais de réseau, en fait, voilà, des frais de péage, comme sur l'autoroute. Il faut payer pour que le réseau soit entretenu et parfois ça peut être très cher sur Ethereum, qui est quand même la première blockchain qui regroupe 80% des transferts de crypto et de NFT, c'est Ethereum. Et vous avez raison d'aller là-dessus. Enfin, pour l'instant, effectivement, il y a des solutions techniques, sans rentrer dans le détail. Mais il y a des alternatives. Il y a des alternatives. Mais j'ai bien compris. Aujourd'hui, vous êtes toujours sur une blockchain privée ? Alors, aujourd'hui, on est toujours sur une blockchain privée. On est en train de faire cette passation entre la blockchain privée d'Ethereum qu'on utilise pour faciliter chacune des transactions et d'avoir des frais de transaction à zéro. Encore une fois, on a 181 000 sessions par mois sur notre application. Donc, si si nos utilisateurs devaient payer ces frais-là en gas fees d'Ethereum, ça leur reviendrait une fortune. Donc, on opère tout sur cette blockchain privée dans un premier temps. Et là, cet été, on est en train de migrer vers un nouvel écosystème. Et il y en a deux qui sont en finale, qui sont un layer 2 qui nous permet de réduire le coût des transactions, toujours dans l'écosystème Ethereum, l'autre en layer 3. C'est un petit peu plus compliqué. Mais on pourrait aller dans une autre blockchain, type Solana, type NIR, où on peut vraiment négocier les prix jusqu'à zéro chez Solana en transaction. C'est intéressant que tu nous dises ça. C'est parlant pour les entreprises qui nous écoutent, les marques aussi. On peut leur dire, comme vous, comme Vetri, vous pouvez démarrer sur des blockchains privées pour tester, pour voir et pour accéder à la charge aussi, parce que bien souvent, les blockchains très connus, même Ethereum, sont quand même victimes de leur succès. Aujourd'hui, il y a un engorgement quasi systématique
mathématiques de cette blockchain. Et c'est ce qui fait que pour des business comme les vôtres qui calculent à la milliseconde, effectivement, il faut que ça aille très vite parce qu'on est sur l'Internet et on est avec des marques et on est avec du marketing, donc il faut que ça aille très vite. Et la montée en charge n'est pas permise encore sur Ethereum, donc il faut des solutions techniques que vous les avez. Donc cet été, ouais, ça va être le grand moment. Exactement. Et c'est en train de se développer grandement. Donc j'ai aucun doute sur le fait que ce sera opérable très bien dans les prochains mois, prochaines années. En attendant, il faut trouver des solutions. Mais encore une fois, on est là pour faire du mass market. L'utilisateur lambda qui ne sait pas ce qu'est un wallet et de la crypto-monnaie, je n'ai pas non plus à me justifier de la décentralisation. Ce qu'on peut lui proposer en intermédiaire, c'est de lui dire, on a créé un blockchain explorer dans notre blockchain privée où on peut voir chacune des transactions, et ça nous permet de continuer à exister dans un écosystème qui n'est pas décentralisé mais qui est transparent. Et encore une fois, d'être à mi-chemin ou d'être ce pont entre le Web 2 et le Web 3 nous oblige à faire des choses que les gens du Web 3 n'ont pas à faire et que les gens du Web 2 n'ont pas à faire. Oui, mais c'est génial parce qu'effectivement, tous les experts qu'on interroge nous disent tous l'adoption massive, c'est clair, c'est le jour où tout le monde aura un wallet et des NFT sans le savoir, mais ne le saura pas en fait. Et là, tu es l'exemple absolument parfait du mass market qui obtiendra un wallet et de la crypto sans même le savoir en fait. Ouais. 140 000 utilisateurs en quelques semaines. Et on n'a pas à leur dire, au fait, c'est un wallet. Ouais, alors ça. Oui, on peut le retrouver dans l'application, dans les paramètres, mais ils n'ont pas à le savoir. Ouais. On leur dira plus tard. Ouais. Jonathan, moi j'ai encore une dernière question parce qu'on arrive à la fin de l'épisode. Je suis une marque et j'en ai marre en fait d'acheter ma data à Google parce que je trouve que c'est abusif. Est-ce que je peux venir chez toi ou est-ce que je vais directement sur la marketplace? Est-ce que la marketplace existe? Ça se passe comment du côté de la marque? Alors, tout existe et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et la fin d'année va être assez rock'n'roll de notre côté, c'est qu'on est en train de rejoindre un accélérateur média qui va nous permettre de mettre en place réellement le business des data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait principalement le business de l'enquête d'opinion. On va commencer le business de la data aux États-Unis avec des intermédiaires, mais ce que l'on commence réellement à faire, c'est de convaincre les marques de venir en direct chez nous et de créer leur communauté décentralisée au travers de l'application Vetri. Et ça, justement, c'est ce que l'on permet au travers de la fondation. On a développé des compétences à la fois de conseils de technologie pour dire voilà comment on va s'intégrer à cette marketplace qui est déjà, encore une fois, active. C'est-à-dire que là, on est en train d'ouvrir le marché européen. On compte ouvrir dans une quinzaine de nouveaux pays d'ici la fin de l'année, mais on est déjà actif aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans les 3 pays que j'ai déjà cités en Europe. Donc, c'est déjà disponible et à nous de créer cet écosystème conjointement, ensemble, et aux marques de comprendre que c'est pas une marketplace qui va appartenir à Vetri, c'est à eux de créer leur propre communauté décentralisée grâce à l'outil de Vetri qu'on donne aux utilisateurs finaux. Donc oui, c'est disponible et ils peuvent déjà le faire. Et ne serait-ce que le business du cookie, encore une fois, Google a mis une deadline sur cette activité-là. Donc il y a énormément de boîtes qui sont en train d'essayer de se réorganiser. On a une solution qui est viable et accessible aujourd'hui. Oui, puis ce qui est incroyable, c'est ce que tu dis, c'est que nous, le RGPD, on pensait qu'en Europe, on s'était tiré une balle dans le pied en se mettant trop de contraintes avec le RGPD, en laissant libre les États-Unis, mais finalement, tu as raison, le RGPD rattrape les Américains, c'est-à-dire que ça va s'imposer à eux l'année prochaine, et il faudra que le cookie disparaisse et progressivement qu'on passe du Web 2 au Web 3. Donc, c'est ce que tu proposes, en fait. Exactement. Et puis, la suite du RGPD, c'est quoi? C'est des lois qui sont déjà en train d'être rédigées en Europe, qui vont tout simplement sortir de l'équation est-ce que c'est un cookie ou est-ce que c'est et chercher à comprendre, et elle va tout simplement taxer toutes les sociétés qui agrègent des données personnelles. Et ça va changer toute la donne. C'est-à-dire que, et c'est déjà le cas, par exemple, si on prend encore un exemple tout bête, la banque, l'assurance, elle n'a pas le droit de collecter nos données, de les utiliser, de les monétiser. Donc, on a créé la facilité avec des lois des réglementations qui permet aux banques de s'échanger entre elles nos données pour faciliter le passage d'une banque à une autre. Et on a créé ça principalement pour les fintechs, type Revolut et tout ça. Et ben, l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, on a un outil, plutôt que de vous passer nos données de banque à banque, donnez-nous nos données, c'est nous qui allons vous donner accès à nos données bancaires.
Passionnant, passionnant, Jonathan. Merci Jonathan Yamas. Ça suscite beaucoup de questions. Pour en tant que marque. En tout cas, on peut te retrouver Jonathan Yamas sur ton LinkedIn, ça c'est sûr, et on peut retrouver Vetri en tapant VETRI tout simplement sur Internet. On mettra le lien dans la description. Alors Jonathan, j'ai une dernière question. Est-ce que tu t'es abonné à notre podcast ? Bien sûr, et j'ai mis 5 étoiles. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs là, de faire pareil ou pas ? Il faut absolument faire la même chose parce qu'on est confronté à cette même problématique. C'est-à-dire que nous, en tant qu'application, on n'existe pas si les gens ne viennent pas non seulement mettre 5 étoiles, mais au-delà de mettre 5 étoiles, ils peuvent aussi laisser un commentaire. Et ça change l'algorithme qui va reconnaître qu'on est, que les gens aiment réellement ce produit. Et donc, c'est important de venir mettre et 5 étoiles et un commentaire. Alors, c'est chouette que tu expliques ça parce que parfois les gens nous disent, oui, mais bon, franchement, vous nous dites ça à chaque épisode. Et en fait, c'est tellement important parce que ça nous, voilà, si on sort pas dans les algorithmes, on n'est pas entendu. Et nous, on a vraiment un rôle de transmission de connaissances. On est vraiment habité par ça. Mais quand on est habité par ça et qu'on est freiné par les algorithmes, c'est extrêmement frustrant. Donc j'espère que vous allez tirer une conclusion, une seule, de nous mettre 5 étoiles, de vous abonner et de mettre un avis, et on vous remercie vraiment pour ça. Merci, on a aussi un site web nftbusiness.tech pour enregistrer votre email qui ne sera jamais revendu évidemment, et vous recevrez nos actualités. Voilà, on vous embrasse, Jonathan, à très vite et Merci beaucoup. Bonne écoute. Merci. Merci à vous deux, au revoir.